métier est voué à disparaître. En ce moment, aux États-Unis, il y a déjà les premiers fonds d'investissement intelligence artificielle sans employés, avec juste un partenaire, une équipe tech qui développe le product, et on appelle ça les fonds quantiques, où il y a plus d'humains. C'est que de l'analyse de données pour la sélection d'opportunités d'investissement. Je crois que ça marche pas mal. Ok, en 2025 et en début 2026, il est maintenant quasiment impossible de lever de l'argent si on ne fait pas de l'IA. Et aujourd'hui, on a invité Camille qui est censé nous prouver qu'on a tort sur cette phrase et il va nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, comment se passe le marché de la levée de fonds, comment se passe le marché du VC, quel est l'impact aussi du retail investing sur le marché, notamment du early stage. Camille, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être là aujourd'hui. Salut Alexandre. Et ma première question, tout simplement, c'est qu'est-ce que tu penses de cette phrase-là et qu'est-ce que tu penses du bilan 2025, de ce qui s'est passé, des levées et de l'écosystème tech et de l'écosystème de la levée en France aujourd'hui? Salut Alexandre et salut Luc, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, est-ce que c'est impossible de lever avec des investisseurs si c'est pas un projet en IA? Écoute, il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis. Je pense que c'est aussi à nuancer. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on prenne un peu cette petite heure pour faire un bilan justement 2025 et regarder ça en chiffres pour avoir de la data réelle et voir où est-ce que l'argent va. Évidemment, petit spoiler, c'est beaucoup dans l'IA. Et on pourra parler aussi un peu des nouvelles tendances qu'on voit évoluer sur le marché des investisseurs, comment les investisseurs réfléchissent, qui sont les investisseurs qui investissent, dans quels projets, comment aussi, comme tu le dis, les business angels et tout ce qui va être retail investors prennent de plus en plus de place dans l'écosystème et dans le financement de la tech en France et en Europe. Et puis pour faire plaisir à Luc, en fin de call, on pourra aussi parler des nouvelles tendances 2026 et des prédictions sur ce qui va se passer dans l'écosystème. Eh ben écoute, c'est parfait. Peut-être avant toute chose, je te laisse te présenter, expliquer qui tu es, ce que tu fais, pour que ce soit clair pour notre audience, pour qu'ils te connaissent. Et après, on enchaînera sur le vif du sujet. Avec plaisir. Moi, je suis Camille Bonvicini. Aujourd'hui, je suis directeur d'investissement et directeur général de SoWeFund. SoWeFund, c'est la plateforme pionnière du financement participatif en France. Ça fait plus de 10 ans que ça existe. Le financement participatif, c'est le fait d'utiliser une grande communauté de business angels et d'investisseurs particuliers pour financer des projets tech. Comme je le disais, SoWeFund, plus de 10 ans d'existence. On a financé plus de 150 startups, tous secteurs confondus. On fait aussi bien du B2C que du B2B, de la food, du retail, des fintech, de la santé, du climat, de la mobilité, de l'énergie. C'est vraiment très large. On fait même de la space tech. Ça, on pourra en parler aussi un petit peu, et de la défense. Donc plus de 150 startups financées. Nous, on investit des tickets, donc on va collecter minimum 500 000 euros, maximum 5 millions qu'on peut investir avec notre communauté d'investisseurs. Et notre rôle, c'est aussi de démocratiser l'accès à l'investissement au plus grand nombre, puisque nous, on permet aux investisseurs sur notre plateforme d'investir à partir de 1 000 euros. Donc, on reprend un peu le concept du crowd equity, d'investir avec une très grande base de données. Et donc, dans notre communauté d'investisseurs, nous, il faut savoir qu'on a plus de 160 000 membres qui ont un compte SoWeFund. C'est très facile de se connecter sur SoWeFund, de se créer un compte, passer un KYC et d'avoir accès aux opportunités. Et on va du coup investir dans à peu près 20 à 30 startups par an, tous secteurs confondus. Ok, juste parce que je pense que c'est important pour donner un peu de contexte aux gens. Vous investissez dans 20-30 startups par an. Vous analysez combien de dossiers en haut de pipe? Ouais, nous on va analyser à peu près 4000 dossiers par an, donc c'est très large. Il y a 50% des projets que on va recevoir en inbound de la part de notre visibilité dans l'écosystème. On reçoit beaucoup de dossiers des entrepreneurs qui nous contactent et la moitié, donc le reste, on va aller le chercher. On va faire de la veille sectorielle. On a automatisé plein d'outils qui permettent de scraper tout ce qui se passe dans l'écosystème, dans les médias, dans les événements, dans les accélérateurs, les incubateurs.
Et donc, on va sélectionner moins de 1% des projets qu'on voit passer. Et aussi, insight importante, l'année dernière, 70% des dossiers qu'on a financés, en fait, je les ai reçus de notre réseau de co-investisseurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde du VC, c'est un métier de networking. On s'échange beaucoup les opportunités d'investissement entre, j'appelle ça des VC friends, entre potes qui bossent dans différents fonds. Il y a énormément de partage de deal flow et c'est un métier dans lequel on se communique les deals un peu secrets qu'on se passe sous la table. D'ailleurs, SoWeFund appartient à un fonds d'investissement. Ça, j'ai oublié de le préciser dans l'introduction. SoWeFund a rejoint il y a 2 ans le fonds qui s'appelle Founders Future, qui est le fonds VC franco-américain qui a été créé par Marc Ménassé, qui a un bureau à Paris et un à San Francisco, qui gère à peu près 500 millions sous gestion. Et donc, il y a 2 ans, ils ont intégré SoWeFund à leur groupe d'investissement parce qu'ils croyaient énormément justement aux retail investors, au fait de pouvoir intégrer une grande partie de business angels et les faire commit sur des deals aux côtés des VC. Donc, nous, on vient que sur des projets qui sont backés par des fonds VC. Comment investir dans les startups? Alors pas de bol, vous n'avez pas pu investir dans Mistral, Doctolib, Blablacar directement. La raison elle est simple, ces boîtes ne sont pas cotées en bourse. Et c'est dommage parce que les tout premiers investisseurs privés ont fait des multiples délirants sur leur investissement. Mais alors concrètement, comment ils ont fait? Eh bien ils sont passés par ce qu'on appelle des fonds de private equity. Alors comment ça fonctionne? Eh bien vous avez des gros fonds qui viennent chercher des centaines de millions d'euros auprès des family office ou des investisseurs institutionnels. 2, ces gros fonds qui ont du coup pris l'argent des family office ont déployé cet argent dans les startups à fort potentiel, celles qui deviendront peut-être les futures licornes. 3, quand ces startups sont revendues ou introduites en bourse, les investisseurs récupèrent une partie de leur mise avec souvent une plus-value exceptionnelle. Le problème, c'est que forcément, c'est toujours les mêmes qui s'enrichissent. C'est un petit club d'ultra privilégiés, un petit réseau de quelques individus qui ont accès à tous les bons deals. Pendant que vous, moi ou la majorité des investisseurs n'ont jamais accès à ce type d'opportunité-là. Eh bien, Ramify change la donne. En fait, ils ont négocié l'accès à plus de 70 fonds de rang mondial pour vous permettre d'investir aux mêmes conditions que les institutionnels ou que les family office, mais à partir de 10 000 euros, au lieu de plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros. La bonne nouvelle, c'est que vous avez 0 frais d'entrée et que nous vous avons négocié 500 euros de frais de gestion totalement offerts. Alors si vous souhaitez investir dans les prochaines licornes de demain auprès des plus gros investisseurs du monde, je vous laisse cliquer sur le premier lien en description pour découvrir Ramify et tous les fonds dans lesquels vous allez pouvoir investir. Et maintenant, retour à l'épisode. Ok, très clair. Alors pourquoi je te posais cette question de base, c'était parce que c'était important parce qu'après on va essayer de regarder le marché et ainsi de suite. Quand tu analyses 4000 dossiers, même si je me doute que tu les analyses pas toi seul, vous devez avoir à la fois des stats et un recul sur le marché, un recul sur les projets, ceux qui marchent, ceux qui marchent pas, ceux qui vous sont aussi envoyés, et tu l'as très bien dit juste avant, par des partenaires. Donc, dans quoi vos partenaires investissent et dans quoi ils investissent pas ou pour lesquels c'est plus compliqué. Du coup, maintenant qu'on a fait ce point-là, ma question c'était de te dire, la phrase de départ était évidemment un peu provocante, mais qu'est-ce que tu as vu sur 2025, quels ont été les véritables trends? Est-ce que tu peux nous donner des chiffres concrets sur concrètement quelle partie, on va dire quel volume de capital ou pourcentage de capital a été alloué à l'IA? Qu'est-ce qui a été alloué à d'autres choses? Et dans l'IA, où est-ce que ça a été alloué? Donc on connaît évidemment les gros, Mistral par exemple et compagnie, mais derrière les autres stratégies, je sais pas, tu vois, des wrappers GPT, des boîtes qui accompagnent des gars à mettre de l'IA dans des process ou ainsi de suite. Qu'est-ce qui fonctionne des IA verticales, voilà, et qu'est-ce qui fonctionne pas ou qu'est-ce qui se finance difficilement? J'aimerais bien que tu nous fasses, si tu peux nous faire ce panel, tu vois, pour qu'on comprenne bien où va l'argent des VC, où va l'argent des investisseurs. Carrément. Alors, en chiffres, moi, je vais vous donner un focus French Tech, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Donc, la French Tech, c'est tous les projets tech en France. En 2025, la French Tech a levé 7,4 milliards d'euros. Et je me réfère au baromètre de EY sur la French Tech, qui est la référence chaque année. Et donc, 7, est-ce que tu peux mettre, excuse-moi, peut-être en comparaison, en relief par rapport à l'Europe et par rapport aux États-Unis? Ouais, carrément. Alors, aux États-Unis, c'est 280 milliards qui a été levé dans la US Tech. Donc, on est rikiki comparé aux Américains. Au UK, donc quand même, on reste dans le scope Europe, c'est 20 milliards qui a été levé. Donc, la France est 3 fois plus petite que les UK en termes d'investissement. L'Allemagne a levé à peu près la même chose, à peu près 7 milliards.
Mais au-delà de chiffres en valeur, je pense que ce qui est important, c'est aussi de comparer par rapport à l'année dernière pour suivre la trend et savoir où est-ce qu'on en est. En France, on est à peu près ISO par rapport à 2024. On est même un peu en perte. On a fait moins 5% d'investissement en valeur. Il faut savoir que sur les 7,4 milliards levés, il y a plus de 1,7 qui a été levé juste par une startup que vous connaissez tous, qui est Mistral. Donc ça représente 25% du financement avec une seule boîte sur plus de 600 startups qui ont été financées. Donc, en fait, si on compare, il y a un peu un énorme arbre qui cache la forêt qui est en train de périr. C'est-à-dire que si on compare et qu'on enlève Mistral, on est presque à moins 20% d'investissement en 2025. Ce qui est terrible si tu compares, Luc, pour revenir à ta question, sur les États-Unis, qui sont à plus de 45% d'investissement global dans la tech, qui sont à plus de 150% d'investissement juste dans l'IA. Même le UK, qui sont nos voisins, ils sont à plus de 40% d'investissement global dans leur tech. Donc, on voit que ça avance très très vite dans le monde et que la France ne prend pas la vague, quoi. Et comment tu expliques cette baisse en France? En fait, il y a beaucoup de facteurs. Ça serait un peu difficile d'expliquer tous les facteurs, mais en gros, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a des conditions qui sont financières, géopolitiques, économiques, qui sont instables. Et il y a du coup, lié à cette incertitude, un peu de la peur en fait, qui provient des investisseurs. Ils sont beaucoup plus averses au risque. Ils sont beaucoup plus immobiles par rapport à ce qui se passe. Et l'inflation n'a pas aidé les investisseurs puisque en fait quand il y a de l'inflation et qu'il y a du risque, t'as pas envie de mettre ton argent dans des projets très risqués comme le venture capital. C'est toutes les valeurs beaucoup plus refuges qui ont attiré l'argent des investisseurs. Le vrai problème, c'est que les fonds VC ont du mal à lever des fonds en France et en Europe parce que le marché est beaucoup moins attractif, parce que les régulations sont très fortes, parce que l'innovation est bridée, contrôlée et parce qu'il y a des placements à cause de l'inflation ou grâce à l'inflation qui sont beaucoup moins risqués et qui sont beaucoup plus attractifs. Et donc, comme les fonds ont du mal à lever, bien évidemment, ils ont du mal à déployer. Ok, c'est hyper intéressant. Et la question derrière que moi je me pose du coup, c'est les fonds, comme tu dis, ont du mal à lever, donc à déployer. Est-ce qu'on le voit? Est-ce que toi, tu arrives à le voir sur la qualité de l'écosystème que ça produit? J'entends par là. Est-ce que vous recevez peut-être des dossiers de temps en temps étrangers ou ainsi de suite? Est-ce que ces dossiers qui sont étrangers sont de meilleure qualité, selon toi, en termes derrière d'exécution, d'attaque de marché et compagnie? Ou est-ce qu'on est juste moins bien financé, mais globalement, les techs, les projets et ainsi de suite sont on va dire, de qualité équivalente? Ouais, je dirais qu'on a des très très bons ingénieurs et qu'on a des très gros talents sur l'IA et sur la tech en France. Donc on a des très bons dossiers. Mais le problème, c'est que les investisseurs ont du mal, les investisseurs français ont du mal à se positionner sur ces dossiers-là. Aujourd'hui, on est en train de se faire bouffer par les investisseurs américains, asiatiques, mais surtout américains qui arrivent de manière très agressive sur le marché de la French Tech. Pour vous redonner encore des chiffres, par exemple, dès qu'on arrive en série A, donc que les boîtes sont quand même un peu plus matures, qu'elles génèrent souvent plusieurs millions de chiffres d'affaires, il y a 70% des deals qui sont menés par des fonds étrangers en France. Donc en fait, même si on a des dossiers de qualité, il y a une plus grande concentration. Les fonds américains sont beaucoup plus sexy parce qu'ils ont leur réseau, parce qu'ils mettent des gros tickets, parce qu'ils prennent rapidement des décisions. Et donc, même si on arrive à avoir des deals de qualité, c'est très dur de se positionner en tant que Français sur les meilleurs dossiers. Bien sûr, on y arrive toujours, mais je dirais que c'est quand même des plus petites parts et que rapidement, les meilleures boîtes françaises se tournent sur des investisseurs de fonds étrangers. Mais qu'est-ce qui empêche ça l'écosystème Ok. français qu'est-ce qui empêche l'écosystème français de rattraper son retard à ce niveau-là? Alors, j'entends bien en termes de volume de tickets, j'imagine que les Américains ont plus de thunes, mais sinon, en ce qui concerne la rapidité de la prise de décision, le réseau, tout ça, enfin, d'une certaine manière, l'écosystème français ou européen peuvent l'apporter aussi. Qu'est-ce qui nous empêche demain de dire, en fait, on va être plus averse au risque, on va réussir à prendre des décisions plus rapides
Est-ce que on est juste une époque, on a une époque de retard par rapport aux US ou non, c'est juste inhérent à la France? Je pense qu'on pourrait rattraper le retard, mais c'est en fait culturellement, les Américains ont toujours été beaucoup plus risk-takers. Leur système, rien que leur système en fait de retraite, d'investissement est beaucoup plus basé sur l'investissement que sur l'épargne. Leur manière de travailler fait que les Américains vont plus vite, ils sont moins procéduriers, ils prennent moins de temps pour prendre une décision, ils demandent moins la validation d'un supérieur, d'un supérieur, d'un supérieur. Donc les États-Unis, ils ont réussi à construire des machines de guerre d'investissement tout en gardant cette flexibilité d'investissement et d'investissement, ouais, cette flexibilité, cette rapidité d'investissement. En soi, il n'y a rien qui nous empêche à le faire. Et il y a des très bons fonds français qui travaillent très très bien. Je ne veux pas faire des généralités, mais c'est globalement ce qu'on observe. Ok, ok. Et alors maintenant, la deuxième partie de ma question tout à l'heure, c'est à l'intérieur de l'IA, donc Ouais. de la poche investissement IA, on Mhm. met Mistral de côté. Je pense que on en a beaucoup parlé, tout le monde sait ce qu'ils font, c'est assez clair pour tout le monde. On peut y revenir si tu as une data ou une stat intéressante, mais moi j'aimerais savoir, hors Mistral, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui attire les investissements? Mhm. Ouais, bah, du coup, comme je le disais, l'IA, vous l'avez bien compris, c'est ce qui attire une grosse partie du gâteau. Aux États-Unis, hein, c'est 90% le chiffre. 90% des investissements sont allés dans l'IA. Maintenant, en France, on est très fort pour faire des LLM et faire les infrastructures à la Mistral, à la H. Là, il y a Yann LeCun qui est en train de fonder Amilab aussi pour créer un nouveau modèle. On est très très fort en modèle. Donc la grande concentration va dans les modèles en France. On a des ingénieurs qui sont capables de coder, qui sont capables de créer ces infrastructures. Donc ça, c'est ce qui marche, on va dire, le plus. Après, je peux te dire surtout ce qui marche pas. Ce qui marche pas, c'est les startups promptisées, j'appelle ça. C'est-à-dire qu'ils vont te vendre une soi-disant IA. En fait, le produit qu'ils te vendent, c'est juste bah, un super prompt. Et ça, bah, c'était la grande ère des agents, enfin ce qu'on appelle des startups agentiques qui te vendaient des agents il y a, sur les 2 dernières années. Maintenant, les investisseurs ne sont plus dupes. C'est très difficile de se faire financer si tu as juste un super agent, un super prompt et que tu n'apportes pas de la valeur. Nous, les investisseurs, on va regarder plusieurs choses pour se demander si oui ou non c'est une bonne opportunité d'investissement. La première, c'est qu'est-ce qui reste si on t'enlève en gros ton compte OpenAI ou Mistral ou Claude, qu'est-ce qui reste de ton produit? Si demain on te coupe l'accès au serveur, est-ce que ton produit est capable de tourner seul? Quelle est la valeur ajoutée que a ton produit si tu enlèves tout ce qui existe déjà par ton opérateur AI? Ça, c'est le numéro un. Le numéro 2, c'est le business model. Est-ce que tu as un business model qui est uniquement calqué sur les tokens en fait, d'utilisation? Parce que bah, c'est pareil, aujourd'hui, un token coûte quelques centimes. On voit que chaque année, bah, les IA font des économies d'échelle. OpenAI développe des énormes data centers, des énormes machines et infrastructures pour réduire le coût justement de l'utilisation de l'IA. Si ton business model, en fait, c'est de vendre des tokens d'utilisation IA, bah, ça marche pas. En fait, il faut que ton business model repose sur une vraie valeur ajoutée que tu apportes à tes clients au-delà de l'utilisation du token. Et enfin, le dernier sujet, c'est la data. Voilà, on sait tous que c'est le nouvel or de notre siècle. Depuis déjà pas mal de temps, on parle de big data. Aujourd'hui, ça se contracte, enfin, ça se voit de manière beaucoup plus précise avec l'IA. Est-ce que tu es propriétaire de ta data quand on utilise donc ton intelligence artificielle? Est-ce que c'est juste aller scraper des informations qui existent sur Internet ou bien est-ce que tu es en train de construire une vraie base de données propriétaire? Et ça, pour moi, c'est les trois facteurs de succès des projets IA qui arrivent à lever des fonds. Ok, c'est extrêmement intéressant. Alors du coup, j'ai une question, un cas concret, un cas d'usage, on va dire. Tu vois ce que c'est Clouli? Clouli, je suis pas sûr. Alors Clouli, c'est une startup
C'est D'accord. typiquement une startup qui a levé 15 millions avec Andreessen Horowitz aux États-Unis. Ah, ça s'écrit comment? Euh, Cluely. Ok. Ils ont levé 15 millions avec Andreessen. Et c'est globalement un Nuta version hardcore. En gros, parce qu'ils disent, ouais, tu peux tricher sur tout, ça te donne des réponses pendant que tu parles, tu peux tricher sur tes Oui, oui, tests et oui. machin. Ça me revient. Et en C'est fait, ça, c'est comment une tricher aux grosse. examens. Exactement. En gros, grosso modo. Et c'est là que je vois une grosse différence de ce que tu m'expliques entre les deux écosystèmes, c'est qu'aux États-Unis, ils n'hésitent pas à mettre des sommes, parce que nous, 15 millions, ça commence à devenir une somme un peu, alors, pas colossale, mais un peu importante. Là, ils n'hésitent pas en seed à mettre 15 millions sur une startup qui, en fait, n'a aucun avantage d'ingénierie et, et en fait, un pari hyper dangereux. La valo était entre 120 et 150. J'ai pas le chiffre exact, mais oscille entre 120 et 150. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Est-ce que tu penses que ils sont fous et juste comme ils ont beaucoup de thunes, ils peuvent se permettre d'en perdre? Ou est-ce que on n'est pas assez agressif et on passe à côté du fait de potentiellement créer de très belles boîtes qui génèrent de l'argent, mais juste parce qu'elles sont bonnes en marketing? Parce que Clouli a été très très fort en marketing pour justifier quand même le truc. Comment Moi, mon, t'analyses ce genre de ouais, truc? ouais, ouais, en fait, ma vision, alors après, elle n'est pas forcément partagée par tout le monde, c'est que parfois, c'est les fonds qui font les succès des boîtes. En gros, il y a beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus, mais de temps en temps, un fonds américain qui a énormément de moyens s'intéresse à un secteur, à une verticale. Là, c'était par exemple Clouli, donc avoir une IA qui est indétectable pendant tes meetings, t'enregistres, t'as des notes qui apparaissent, t'as des recommandations alors que tu es en meeting avec une personne sans que personne ne puisse le voir. Même si tu partages ton écran d'ailleurs, ça n'apparaît pas. Et donc mon play, c'était de se dire que en fait, un fonds détecte une verticale sur laquelle il veut se positionner, trouve une équipe fondatrice qui a les reins solides et qui respecte leurs attentes, et ils se disent ok, c'est celui-là. Et quand on en choisit un, on met énormément d'argent, et en fait c'est comme un avion. En fait, si tu as un super avion et que tu mets que la moitié de l'essence, bah tu vas pas aller très loin. Eux, ils y vont, ils font le plein, ils font même 4 pleins, ils collent des réservoirs à l'avion et ils font en sorte que l'avion puisse voler sur les 10 prochaines années. Et en fait, avec autant de moyens, tu tues la concurrence. Donc, bien sûr, il y a derrière la question qui se pose tout de suite, c'est la question de la rentabilité et du retour sur l'investissement. Est-ce que ça fait sens de mettre autant d'argent dans des projets qui ne sont pas encore rentables, dans des projets sur lesquels le business model n'est pas prouvé? Il va falloir beaucoup de ventes pour rembourser les investisseurs, et parfois tu arrives même à des valorisations qui sont tellement délirantes parce que bien évidemment plus tu lèves, plus ta valo augmente artificiellement, et de se dire bah, qui va racheter cette boîte-là à cette valorisation? Est-ce que les métriques de revenus d'EBITDA vont suivre derrière pour faire une introduction en bourse qui arriverait sur les mêmes valorisations? Donc bien évidemment, il y a une part un peu d'euphorie et on entend beaucoup parler de la bulle. Je sais que vous avez fait un podcast d'ailleurs sur la bulle IA. Donc, mais mon play, c'est de dire qu'il y a des boîtes qui sont choisies et que les fonds font all-in et réfléchiront plus tard comment est-ce que ça sera rentable, mais que c'est que en faisant ça qu'ils vont construire des géants mondiaux. Ce que tu viens de dire me fait penser à une autre question du coup. Comment vous, en tant qu'investisseur, en plus vous êtes early, mais derrière vous avez un fonds d'investissement, donc je suppose que avec votre écosystème complet, vous suivez pendant assez longtemps les boîtes. Ouais. Comment vous analysez le fait qu'en France, on n'IPO jamais? Parce qu'aux US, il y a de la liquidité, parce qu'il y a beaucoup d'IPO, enfin beaucoup, entre guillemets, mais il y a pas mal quand même d'IPO, et on sait qu'il y a un marché sur lequel à la fin on peut déverser les actions, et donc redonner de la liquidité aux invests des tours précédents, qui eux peuvent se permettre de racheter des mecs des tours précédents, puis des angels, puis machin, et donc on apporte de nouveau de la liquidité à tout le marché. Comment nous, vous en France, enfin, en interne d'une boîte d'investissement, vous analysez le fait que
dans 99% des cas, à mon avis, à ma connaissance, c'est ça, il n'y aura pas d'IPO. Ouais, alors on va parler des IPO et tu as soulevé un très très bon sujet qui est le sujet de la liquidité de manière générale. La liquidité pour ceux qui nous écoutent, c'est comment est-ce qu'on rembourse les investisseurs une fois que tu as acheté des actions non cotées, comment est-ce que tu sors ton argent, comment tu rends ton argent liquide, parce que évidemment, contrairement à la bourse qui est très liquide, tu achètes des actions, tu peux les revendre direct. Quand tu investis dans une startup, tu peux pas revendre tes actions quand tu veux. Et il y a un énorme problème structurel de liquidité, qu'on appelle ça aussi d'exit, en France et en Europe de manière générale. Je peux ressortir ma petite casquette de data en donnant quelques chiffres, mais en 2025, sur les exits, on a fait à peu près 5,3 milliards d'exits. Ça veut dire il y a 5,3 milliards qui ont été rendus aux investisseurs. Et là, le chiffre, il est accablant, c'est moins 65% par rapport à l'année dernière. On est au plus bas taux en France depuis plus de 5 ans. Donc c'est vraiment le désert de liquidité. La bourse européenne est moribonde. Il y a eu quasi zéro IPO qui a été réalisé dans la tech. Et si tu regardes aussi dans le rétroviseur les IPO européennes qu'il y a eu et françaises comme Deezer par exemple, en fait 5 ans après c'est catastrophique. Je sais pas combien de temps c'était Deezer, mais je crois que le taux l'action en bourse a perdu 80% de sa valeur. Toutes les grosses boîtes françaises qui sont rentrées en bourse en France, en Europe, ont eu leurs actions qui ont baissé. Alors que si tu compares aux États-Unis, parce que tu as beaucoup de licornes françaises en fait qui partent faire leurs introductions en bourse aux États-Unis. Il y a notamment Datadog, par exemple, une boîte française qui est partie aux US. Là, on entend parler des bruits de couloir. Je sais que ça s'est tourné dans votre newsletter de Ledger qui pourrait proposer une introduction en bourse en 2026. Ledger, je pense qu'ils vont aller aux Juste, États-Unis. Hein, ouais. juste pour amener un tout petit peu d'explication, qu'est-ce que ça change si une boîte s'introduit en bourse aux États-Unis? Parce qu'en soi, s'il y a des investisseurs français, les investisseurs français vont récupérer leur argent, la liquidité va aussi repartir de l'écosystème français. Donc, quel est l'inconvénient à cela? Ouais, en fait cette question répond en fait à la question d'Alexandre de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas trop d'introduction en bourse en Europe. En fait, c'est principalement le marché des investisseurs qui est différent. Quand tu t'introduis aux États-Unis, tu targetes bien sûr le marché mondial parce que grâce aux ETF, tu peux toujours acheter des actions dans le monde entier. Mais dans les faits, quand tu t'introduis en bourse, tu t'adresses en priorité au marché des investisseurs aux États-Unis, américains. C'est beaucoup plus facile de vendre aux Américains quand tu es là-bas. C'est exactement comme une start-up. Pourquoi une start-up va aller aux États-Unis plutôt qu'en France? Parce qu'aux États-Unis, tu as 300 millions de consommateurs potentiels, alors qu'en France, tu en as 70. Donc c'est un peu le même mindset. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et là, je vulgarise un peu pour ceux qui nous écoutent. Il y a plein d'autres raisons structurelles, conjoncturelles qui font que les boîtes vont plutôt aux US qu'en France ou en Europe. Mais pour répondre de manière simple, c'est juste que c'est pas le même marché et qu'une fois de plus, les Américains sont beaucoup plus friands d'investir en bourse que eux, via toutes leurs assurances vie, ils sont exposés directement à des actifs tech US. Là où en France, si t'as pas choisi une assurance vie qui va investir aux États-Unis, t'es pas du tout exposé à cette bourse-là. Donc c'est qu'il y a beaucoup plus de liquidité, il y a beaucoup plus d'argent, donc c'est beaucoup plus intéressant d'aller lever des fonds. En fait, c'est une levée de fonds, hein. Une entrée en bourse, c'est une levée. Donc, c'est comme aux États-Unis, c'est comme une levée au stade early stage, mais c'est une levée au stade très late stage. Il y a plus d'argent là-bas qu'en Europe. Et derrière, j'imagine que les investisseurs, du coup, c'est comme ça aussi qu'une boîte française peut perdre totalement pas le contrôle, mais faire rentrer du coup beaucoup plus d'investisseurs américains et donc avoir finalement basculer totalement en termes Ouais, de position Mais ailleurs. Ok. Ok, ok. elles ont souvent leur siège qui a changé, qui est parti aux US elles deviennent américaines en fait. Et on perd effectivement tout ce qui va avec la souveraineté, les impôts, enfin voilà, tout ce qui est lié. On est beaucoup moins incentivé sur des boîtes qui sont parties aux US. Ok. ouais, non, pour la France, c'est un vrai, enfin, c'est potentiellement un vrai problème parce que quand une boîte va s'installer là-bas, elle est peut-être d'origine française, mais elle est légalement ensuite américaine. La holding est basée là-bas.
le système d'impôt est basé là-bas. À part, souvent ils laissent l'ingénierie en France parce qu'on est très bon en ingénierie, mais les fonctions support et compagnie vont là-bas. Et souvent c'est le plus gros marché. Donc ouais, on y perd beaucoup, entre guillemets. Alors après, il Ouais. faut bien ramener de la liquidité aux investisseurs. Mais quand en plus, dans les tours d'avant, c'est déjà des Américains ou d'autres étrangers qui sont rentrés, si tu veux, on ne sait pas trop ce qui retombe en France. Carrément, non, je suis Euh, totalement d'accord. Et ensuite, juste pour rebondir sur ce qu'on disait, maintenant qu'on a dit qu'il n'y a pas de IPO et qu'il n'y a pas d'entrée en bourse en France et qu'en Europe c'est compliqué, quelles sont en fait les sources qui permettent de sortir les investisseurs qui investissent en early stage dans la tech? Aujourd'hui, bah, il y a deux autres sources. La première, évidemment, c'est bah, les rachats par les corporates, donc des grosses entreprises qui rachètent ces startups. Pareil, si tu regardes les États-Unis, si tu regardes un peu les 40 plus grosses boîtes, donc là-bas c'est le SP 500, mais si tu regardes les 40 pour comparer entre le CAC 40 et les États-Unis, si tu regardes les 40 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis, donc les boîtes qui sont qui sont les plus grosses, t'as presque la moitié qui sont de la tech en termes de volume et en termes de valeur, ça prend presque 80%. Donc c'est que des boîtes qui sont jeunes, qui sont innovantes, qui sont dans le secteur de la tech. Donc c'est les Google, les Meta, les Amazon, les Nvidia, et donc qui font beaucoup d'acquisitions. Maintenant, tu regardes les 40 plus grosses boîtes françaises. Et là, en fait, bah, tu es très loin de la tech. Là, tu vas être dans le luxe, la fashion, la mode, ça va être L'Oréal, ça va être LVMH, ça va être Total. On est quand même pas sur les mêmes secteurs. Et un chiffre intéressant aussi, c'est que tu regardes l'âge moyen du CAC 40, c'est 103 ans. Les entreprises du CAC 40 ont 103 ans. Tu regardes l'âge moyen des 50 plus grosses entreprises américaines, c'est 20 ans. Donc en fait, tu as un peu les dinosaures qui sont pas du tout sur la tech, qui sont pas du tout armés pour acheter des boîtes dans la tech, c'est pas leur sujet. Et de l'autre côté, aux États-Unis, tu as bah, des gens qui ont de l'argent, qui sont beaucoup plus valorisés et sur lesquels c'est leur secteur. Donc on comprend aussi pourquoi il y a un gap entre les États-Unis et la France sur le rachat des boîtes, des startups. et d'ailleurs, tu le vois sur un autre truc, c'est que quasiment toutes les grosses boîtes tech, on va dire qui ont une vingtaine d'années, ont toutes leur fonds d'investissement qui fait aussi du VC, donc qui amène aussi de la liquidité en seed, série A, série B. Là, dans OpenAI et dans tous les gros tours d'IA, la plupart des liquidités, ils sont amenés par les GAFA, par Nvidia et par 3-4 boîtes, on va dire, qui appartiennent à cette Oracle, machin, enfin, cette catégorie-là, quoi. Ouais, Et alors nous, en aujourd'hui, France on ne sait aussi, pas hein. faire. Enfin, je veux dire, ouais. Pardon? Non, pardon, je disais, en France aussi, tous les gros groupes du CAC 40 ont leur fonds d'investissement qui est censé, ce qu'on appelle Corporate Venture Capital, CVC. Total a son CVC, LVMH a son CVC, Kering là, L'Oréal aussi. Dassault a son CVC. D'ailleurs, on pourra parler un peu de ça parce que Dassault, justement, vient d'investir 200 millions d'euros dans la Space Tech qui est la nouvelle Armatan, qui est la nouvelle licorne française. On va en parler dans quelques minutes. Mais juste pour finaliser sur ce sujet de la liquidité, en France, on a aussi nos fonds. Mais c'est pas la même logique, c'est pas la même rapidité, c'est pas du tout les fonds. Souvent les CVC français, ils ont pas du tout une dimension de ROI. Ils veulent juste intégrer de l'innovation dans leur grand groupe. C'est pas du tout le même état d'esprit que les CVC américains qui eux sont vraiment une logique de fonds d'investissement, venture capital, dénicher des pépites, en faire des licornes, voire des décacornes et inonder le marché. Google internalise son innovation. Elle n'a pas forcément besoin de racheter une startup pour innover. Là où, pour le coup, des CVC français, eux, bah, en fait, rachètent des startups, mais pas forcément pour les faire croître, pas forcément pour en faire des licornes, pas pour en faire des leaders dans leur marché. Elles rachètent des startups beaucoup pour avaler leur technologie et parfois, en fait, les réduire en cendres. Pas toujours, hein, mais on peut Non, voir ça. mais complètement. On est d'accord là-dessus. Alors vas-y, du coup, je te laisse sur Armatan. J'ai l'impression que tu as des insights sur le deal ou ce genre de Est-ce choses, que donc peut-être je te laisse développer. tu peux faire,
peut-être faire un petit contexte sur Harmattan, depuis combien de temps ça existe, combien est-ce qu'ils avaient les données de base, à quoi sert exactement la boîte, le deal avec Dassault aussi, et aussi peut-être faire un parallèle, puisqu'on en avait parlé avec Alex très rapidement. Là, ce qui est intéressant avec Harmattan, c'est qu'il y a quand même une courbe de croissance qui se rapproche un peu de ce qu'on peut voir aux États-Unis, avec au bout de 2 ans, voilà, une boîte qui devient une licorne et qui fait immédiatement des deals avec des grands groupes. Yes, alors je suis pas un pro d'Harmattan et je suis pas un pro de la défense, donc je préfère pas, passer pour le faux spécialiste. Par contre, ce que je peux te dire sur Harmattan, c'est que c'est une société qui est très jeune, je crois qu'elle a moins de 2 ans d'existence, qui a réalisé quelques petites levées de fonds sur il y a 1 an et demi, voilà, sur les 2 dernières années, qui a été financé principalement par des business angels. Ça, on peut en parler aussi. Les business angels sont vraiment la cote. Ils financent beaucoup en ce moment les stades très, très early stage. Et donc, elle a relevé récemment avec Dassault, justement, le fonds d'investissement de Dassault Systèmes, qui a investi plus de 200 millions d'euros dans la solution. Harmattan, il développe des logiciels AI pour les systèmes de guerre. Je pourrais pas rentrer plus dans le détail, je suis pas un spécialiste, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est de l'intelligence artificielle, c'est de la création de software, de collecte de data, d'analyse et de performance pour des applications militaires. Ce qui est intéressant du coup, c'est comme je disais que historiquement, il n'y avait pas de gros fonds d'investissement qui étaient présents dans Harmattan, et ça soulève vraiment le problème de la crise, on va dire, du financement des fonds d'investissement européens et français dans les jeunes pousses françaises. En fait, on voit que les fonds d'investissement, comme je disais, investissent beaucoup moins, sont beaucoup plus averses au risque, veulent pas se positionner trop tôt, et donc jouent beaucoup moins leur rôle de financeurs, d'investisseurs sur des stades de maturité très tôt. Aujourd'hui, il y a l'apparition d'une toute nouvelle classe d'investisseurs particuliers ou groupements d'investisseurs particuliers qui sont des microfonds, des clubs d'investisseurs business angels, des plateformes de crowd equity comme SoWeFund et autres. Et on se retrouve donc à avoir beaucoup plus de place sur les deals, en fait, parce que les fonds ne jouent plus leur rôle de lead et ne financent plus les stages très très tôt. Ils arrivent beaucoup plus sur des stades série A, série B. Bien évidemment, les meilleurs fondateurs se font toujours financer très tôt, mais dans le cas d'Harmattan, par exemple, c'était pas le cas. Et je peux te dire qu'il y a un très très grand nombre d'investisseurs particuliers qui ont mis des tout petits tickets à partir de 5 000 euros, 10 000 euros il y a un an dans Harmattan, qui aujourd'hui ont fait plus de x100. Ça, c'est hyper intéressant parce que, comme tu sais, moi, je viens de l'immobilier et cette retailisation de l'investissement immobilier, nous, on le voit aussi et on se rend compte que c'est pareil dans les startups et pareil en bourse d'ailleurs, parce qu'avec tout ce qui a été l'explosion, même si c'est un peu plus vieux, mais l'explosion de Robinhood, les cryptos et compagnie. Qu'est-ce que toi tu penses de cette retailisation de la finance et de l'investissement en général? Est-ce que c'est hyper bien, ça démocratise l'accès et c'est super parce que ça donne de la liquidité et ça démocratise un investissement? Ou est-ce qu'on est en train de faire prendre des risques à des gens qui comprennent pas exactement dans quoi ils mettent les pieds? Et moi, je suis toujours partagé entre ces deux extrêmes, on va dire. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Alors, je pense que c'est une super opportunité, mais qu'il faut le faire dans les bonnes conditions et en étant avisé, et il faut comprendre en fait dans quoi on met les pieds. C'est les meilleures opportunités parce que Harmattan, par exemple, dont on vient de parler, c'est un dossier qui a circulé pour des retail investors à partir d'un petit montant d'investissement. Des gens ont pu se positionner 5, 10 000 euros, prendre des parts d'Harmattan, se structurer dans des véhicules d'investissement partagés avec plein de business angels. Et aujourd'hui, quand on regarde les chiffres un peu du venture capital et du retour sur l'investissement, le capital risque est une des meilleures classes d'actifs comparé au private equity, à la bourse, à l'immobilier. Donc c'est une classe très très attractive. Et c'est une classe qui historiquement était réservée aux plus riches.
normalement, pour accéder à des deals tech, venture, il faut pouvoir mettre un gros ticket dans un gros fonds d'investissement. Pendant très longtemps, les tickets minimum pour investir dans un fonds d'investissement, c'était 100 000 euros. Aujourd'hui, c'est un peu calmé, mais on peut investir peut-être à partir de 50 ou 70 000 euros dans un fonds Tier 1. Mais c'était vraiment réservé exclusivement aux très riches, à ceux qui avaient le réseau, à ceux qui avaient les contacts, qui passaient par des banquiers privés. Aujourd'hui, on voit l'apparition du coup de cette nouvelle classe d'investisseurs qui sont les retail investors par des clubs de business angels, par des nouvelles technologies de plateformes qui te permettent d'investir comme SoWeFund. On permet aux gens à partir de 1 000 euros d'investir dans des startups. Ce qu'il faut absolument faire, c'est éduquer les gens. Nous, chez SoWeFund, on fait énormément de travail d'éducation. On a, par exemple, un journaliste qui s'appelle Sébastien Coinon, que vous devez peut-être connaître, qui anime notre communauté en partageant des newsletters, des recommandations sur comment investir, comment diversifier son portefeuille. En gros, c'est pas compliqué, hein, les règles dans l'investissement, c'est il faut diversifier à fond. C'est-à-dire que aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, si vous avez 10 000 euros à investir, que vous voulez investir dans la technologie et l'innovation, mettez 1 000 euros dans 10 startups. Mettez surtout pas tous vos œufs dans le même panier, surtout pas 10 000 euros dans un deal. La règle, c'est que l'investissement lié aux startups, ça doit être un peu le dernier échelon de ton type d'investissement parce que c'est le plus risqué. Avant d'investir dans des startups, investis dans ce qui est plus safe, dans l'immobilier, dans les ETF et ensuite dans les startups et peut-être aussi dans les cryptos si ça t'intéresse. Mais donc, il faut diversifier. Et il faut investir dans ce que vous comprenez. Souvent, quand on va mettre des opportunités d'investissement sur la plateforme, c'est des opportunités d'investissement de startups qui sont révolutionnaires, qui sont très innovantes, qui sont pas encore rentables. Et donc, il faut investir dans ce que les personnes comprennent, parce qu'il y a forcément un attachement émotionnel à un projet. Quand c'est dans la santé, quand c'est dans la mobilité, quand c'est dans le climat, on a envie de pouvoir participer parce que ça a un fort impact et ça change le monde. Mais il ne faut pas investir dans ce que vous ne comprenez pas. Donc, c'est une super opportunité, Alexandre, mais c'est un risque si vous ne diversifiez pas et si vous investissez dans des projets que vous ne comprenez pas juste pour suivre la hype et être un peu moutonnier, on va dire. Carrément. Ok, non, écoute, merci pour ta réponse. Et peut-être, avant la fin du podcast, on a parlé de liquidité pour à peu près tout le monde au moment où on en est là. Mais on n'a pas parlé encore de la liquidité pour les fondateurs, pour ceux qui bossent au quotidien pour faire fonctionner la startup. Qu'est-ce que tu penses, toi? On en a parlé souvent avec Luc sur la chaîne où on avait des histoires, des témoignages de gens qui disent moi j'ai monté une startup, je l'ai vendue théoriquement sur le papier pour X millions, une somme qui fait rêver tout le monde. Et dans la réalité, je suis reparti avec 50 000, 80 000, 150 000 et en fait pas grand-chose, on va dire. Et parfois, parfois zéro. Et parfois zéro, on est bien d'accord. Est-ce que tu es capable de nous donner un peu l'envers de ce décor, expliquer aux gens précisément pourquoi on peut repartir avec zéro alors qu'on a vendu une boîte pour 10 millions ou 15 millions? Et qu'est-ce que tu vois dans l'écosystème français actuellement? Est-ce que tu le trouves fair envers les fondateurs ou pas? Parce que on a parlé tout à l'heure de l'attractivité des fonds américains. Des fois aussi, les fonds américains, ils sont attractifs parce qu'ils te laissent faire du secondaire, parce qu'ils te laissent faire des choses qui sont quasiment choquants pour nous en France. Il y a des mecs qui sont sortis sur des boîtes pas encore rentables avec des gros tickets, alors que ils sont toujours là. Il y avait une fameuse boîte de trottinettes là qui avait levé, je sais plus, 100 millions. Le mec avait acheté un manoir à 30 millions cash et en fait la boîte a planté 2 ans plus tard. Bon, anyway, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu penses que l'écosystème est parfaitement fair avec les fondateurs et est-ce que ça pourrait pas être un moyen d'attirer justement des meilleurs deals, de contrecarrer un peu les étrangers qui te laissent faire des trucs comme ça? Qu'est-ce que tu penses sur toute cette problématique? Yes, alors là, ça va intéresser les fondateurs qui nous écoutent.
En fait, il faut expliquer le principe fondamental qui est la clause de liquidation préférentielle. En fait, quand vous vendez des parts de votre startup à des investisseurs, il y a deux choses qui sont importantes. La partie émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on appelle la valorisation. Donc, c'est le prix de la boîte. Voilà, votre entreprise est valorisée 4 millions, 5 millions, 10 millions en fonction de ce que vous avez réalisé. Et ça, c'est la partie émergée. C'est la valo, c'est le prix que tout le monde connaît. Mais ensuite, ce qu'il y a sous le tapis et ce que personne ne peut voir, c'est ce qu'on appelle le pacte d'actionnaires. Donc, c'est le contrat qui va lier les relations entre les entrepreneurs et les investisseurs. Et souvent, c'est beaucoup plus important d'avoir un bon pacte d'actionnaires qu'une bonne valorisation. Parce que si tu as la plus bonne valorisation du monde, mais que derrière, tu as un pacte d'actionnaires qui est dégueu, au moment où tu vas revendre ton entreprise, tu vas te faire prendre toute la valeur de ton entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette fameuse clause de liquidation préférentielle qui dit, en gros, que au moment de la revente de l'entreprise, les investisseurs sont les premiers à se rembourser. Et ils peuvent mettre des conditions, par exemple dire on est les premiers à se rembourser, mais d'ailleurs on ne se rembourse pas que le montant qu'on a investi, on peut se rembourser 2 fois par exemple le montant qu'on a investi dans le cas où l'entreprise a été vendue à la casse. Bien évidemment, si l'entreprise est vendue dans des super conditions, tout le monde gagne de l'argent et tout le monde fait un multiple sur son investissement ou sur les parts qu'il détenait. Mais comme je l'ai dit, le marché de la revente est très compliqué en ce moment. On voit beaucoup de reventes de startups à la casse à des corporates par exemple. Et dans ce cas-là, si l'investisseur avait investi à une valo de 50 millions sur la startup, mais que la startup elle est revendue que 30 millions à un corporate par exemple, t'inquiète pas que le fonds il s'est protégé pour pas perdre son argent. Et il peut même en gagner. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est le grand retour, moi je trouve en France, des clauses de liquidation préférentielle qui mettent un multiple, surtout pour des projets qui ont du mal à se financer, qui n'ont pas forcément suivi la courbe de croissance qui était espérée, qu'on attendait. La règle de base, c'est que quoi qu'il arrive, l'investisseur particulier se rembourse x1. Les fonds mettent toujours une liquidation préférentielle ou presque toujours de x1, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, s'ils revendent la boîte à la casse, ils remboursent au moins leur investissement. En ce moment, je vois beaucoup apparaître, là surtout sur les 2 dernières années, des clauses de liquidation préférentielle qui sont à plus de x1, qui sont x1,2, 1,5, 2 pour les dossiers les plus compliqués. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, la boîte peut être revendue et les investisseurs peuvent gagner de l'argent et les fondateurs peuvent toucher 0. Donc ça, déjà, c'était sur la clause de liquidation préférentielle que je vois de plus en plus parce qu'évidemment, plus le marché est compliqué, plus les investisseurs ont la main, ont le pouvoir et se permettent de mettre ces clauses-là. Ensuite, le deuxième sujet que tu évoquais, Alexandre, c'est le secondaire. Quand tu dis secondaire, c'est-à-dire pouvoir revendre des parts de sa boîte, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est ce qui se passe sur beaucoup de tours aux US où les mecs, à partir de la série A, ils liquident des sommes, des tout petits montants en termes de pourcentage. Mais le problème, c'est que quand tu vas sur une valo à 100 millions, 200 millions, 500 millions, je sais pas combien, tout de suite, ça fait des sommes relativement importantes. Ouais, exactement. Donc c'est ça, c'est pouvoir faire ce qu'on appelle du cash out, pouvoir revendre des parts de sa boîte alors qu'il n'y a pas de revente de la boîte, alors que on est toujours sur un cycle fermé. Et en fait, aujourd'hui, nous on voit apparaître énormément de secondaires, surtout vu ce qui se passe aux États-Unis où on est sur des valos délirantes, sur des énormes levées où les fondateurs, mais pas que les fondateurs, les employés qui détiennent des BSPCE et même les fonds d'investissement qui avaient investi au début font du cash out, c'est-à-dire qu'ils font du secondaire, ils revendent des parts qu'ils détenaient alors qu'il n'y a pas eu d'opération de liquidité. Donc en fait, tu viens apporter de la liquidité pendant la phase de croissance avant la revente. C'est une très bonne opportunité parce que ça leur permet de sortir du cash et on voit beaucoup ça aux États-Unis, tu as raison, les fonds américains acceptent. C'est d'ailleurs en train d'arriver fortement dans le marché du retail investors. Nous, SoWeFund, pour le moment, on ne distribue que des parts d'actions de startup early stage, mais pourquoi pas demain, on pourrait aussi vendre des parts de OpenAI, de Mistral, et on voit de plus en plus de clubs d'investisseurs qui se mettent à vendre des parts de grosses scale-up américaines. Une fois de plus, c'est une opportunité et c'est aussi un risque parce qu'en fait, tu achètes des parts à une valo qui est très très chère parce que c'est des boîtes qui sont gigantesques, qui sont sûrement très survalorisées.
Et comme on dit, c'est à la fin de la foire que tu vois les bouses. C'est-à-dire que c'est le jour où la boîte est revendue que tu vois si le prix de l'action que tu avais payé est correct ou non. Donc une fois de plus, ça reste un investissement qui se vend beaucoup plus rassurant parce que c'est des boîtes qui sont grosses, qui sont parfois rentables ou pas d'ailleurs, et qui sont des gros noms, des leaders comme OpenAI. Donc ça donne très envie pour l'investisseur particulier d'acheter ces parts-là. La vérité, c'est déjà qu'il y a beaucoup d'intermédiaires entre le moment où tu achètes la part et tu l'achètes en fait à un gars qui lui-même l'a négocié à un gars, qui l'a négocié à un gars. Donc, il faut faire très attention. On appelle ça le multi-layer. À combien de couches il y a entre l'entreprise qui vend cette part et toi qui achètes. Il faut savoir que parfois, il y a même des gens qui vendent des parts dans le dos des entreprises, hein. Il y a des fondateurs qui ne sont pas du tout au courant qu'il y ait du secondaire qui se déroule sur leurs actions et que ce n'est pas autorisé. Donc, c'est un peu un monde de pirates. Moi, je dis que ça reste une opportunité et je connais des gens qui ont fait des beaux multiples en achetant du OpenAI il y a 2 ans. Mais ça reste un gros risque parce que derrière, l'action que tu achètes, elle est peut-être pas aussi fiable que tu ne le pensais et elle est peut-être très chère. Complètement. Luc, peut-être on va conclure avec tes prédictions pour 2026. Exact. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a Y Combinator qui a sorti son Request for Startup pour l'été 2026. Et avec pas mal d'ailleurs d'idées, et notamment une idée qu'on avait partagée sur le podcast qui est les agences IA natives. C'est une des idées qu'ils partagent. Est-ce que vous, chez SoWeFund, vous regardez ça? Est-ce que petit à petit, les fonds d'investissement commencent à investir de nouveau, finalement, dans les agences? Donc, quand tu parles d'agence, c'est quel type d'agence que tu as vu? Alors, ça va être, en fait, ça va pas forcément être des agences déjà existantes, hein. Ça va être des personnes qui vont attaquer le marché du service, mais avec de l'IA first pour pouvoir finalement avoir le ticket que les agences peuvent se permettre de demander, mais sans tous les coûts humains derrière. Carrément. Je vois que ça se développe beaucoup ça sur le marché du conseil d'ailleurs. En fait, il y a 2 types de projets IA. Il y a l'outil IA qui va te permettre de mieux travailler. Donc que ce soit dans une agence, voilà, un outil IA pour les consultants, pour leur aider à faire leur due diligence, leurs slides, leurs rapports, etc. Et ensuite, tu as un deuxième type qui est, on va pas juste aider ce métier à mieux travailler, on va totalement créer le nouveau métier 100% IA. C'est là, du coup, le cas de se dire, on va pas faire un outil pour aider les consultants, on va créer un consultant géant qui n'est qu'une IA. Ça existe aussi dans le monde du venture capital. Mon métier est voué à disparaître. Aujourd'hui, moi, je suis full automatisé, j'ai tous mes agents IA qui m'aident à faire les analyses des startups, à sourcer les projets, à faire de la veille sectorielle et à sélectionner les opportunités d'investissement. Là, en ce moment, aux États-Unis, il y a déjà les premiers fonds d'investissement intelligence artificielle sans employés, avec juste un partenaire, une équipe tech qui développe le product, et on appelle ça les fonds quantiques, où il y a plus d'humains, c'est que de l'analyse de données pour la sélection d'opportunités d'investissement. Et je crois que ça marche pas mal. Donc oui, on est très intéressé par tous ces nouveaux cas d'usage, qui n'est plus juste des outils, mais qui sont des métiers à part entière. On fait pas forcément d'investissement dans des agences en VC, c'est pas trop notre play, on aime plutôt les produits. Mais si l'agence devient en fait un SaaS, là c'est intéressant. Très clair. On va peut-être pas te prendre plus de temps que ça. Je crois qu'on Ouais, a il me reste 2-3 on est minutes si passé. vous voulez conclure. Écoute, je t'en prie, si peut-être, est-ce qu'il y a quelques boîtes de ton portefeuille qui sont vraiment des petites pépites que tu peux nous partager, histoire que les personnes puissent aller voir, ou alors nous Ouais, parler de tes paris pour ouais, 2026-2027 en dehors de l'IA. Alors, je vais vous parler de nos prédictions pour 2026 et aussi vous partager pour finir en exclusivité une opportunité d'investissement justement dans la space tech, dans la défense et dans la space tech qui est en ce moment sur SoWeFund. Comme on a beaucoup parlé de Harmattan et que la défense est devenue un secteur de prédiction.
les tendances, je pense, 2026, et je m'appuie aussi du très bon travail qui a été fait par 20VC, qui est un fonds franco-UK fondé par Harry Stabbing, la star. Et donc, il prévoit que en France, cette année, on va quand même être sur entre plus 15 et plus 20% d'investissement. On va pas être aussi morose que l'année dernière. Ça va quand même un peu reprendre. On voit qu'il y a des signes dès ce début d'année là qui montrent que, avec Harmattan par exemple, qui montrent que on continue à essayer d'accélérer l'investissement. Je pense que l'IA, ça va rester une très très grosse source, ne serait-ce, je pense que plus de 50% des investissements en France. Ça va rester le secteur numéro un. Je pense qu'il y a 2-3 licornes qui étaient nées dans les années 2021, quand c'était un peu la bulle de 2021, qui vont relever. Faut savoir que les licornes françaises sont un peu à l'arrêt pour certaines. Il y avait des très belles boîtes en 2021 ça fait 4 ans qu'elles n'ont pas levé. Donc je prédis qu'il y en ait peut-être même certaines qui rentrent en bourse, comme Ledger ou Dataiku. Donc des opportunités d'exit pour les investisseurs et d'entrer dans ces boîtes pour les retail investors qui peuvent acheter leurs actions en bourse. Et enfin, je pense que la défense, ça va faire x2 cette année, parce que on a commencé très fort l'année avec Harmattan, que ça ne fait que augmenter. Pour la première fois, je ne sais pas si vous savez, les États européens ont investi plus en défense que les Américains. Bon, bien sûr, on est un grand nombre d'États, mais c'est pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que les Européens se réarment plus fort que les États-Unis. Donc bien sûr, c'est pas forcément quelque chose de très positif, parce que ça fait un peu peur et ça envisage bien sûr des conflits. Mais ce qui est intéressant en termes d'opportunités, puisqu'on en parle, c'est que la tech est mise en avant. Le président français, il y a pas longtemps, a justement pendant Noël mis en avant le fait que les fondateurs, les startups françaises ont un rôle à jouer dans l'innovation, dans le space et dans la défense. Il faut savoir que aussi, c'est pas que des applications qui sont pour faire la guerre. En fait, on parle souvent de dual use, c'est-à-dire qu'il y a des technologies qui émergent, qui peuvent avoir une utilité pour l'armement, pour les armées, mais qui ont aussi une utilité pour le quotidien, pour le grand public. Et toutes les grandes innovations qu'on utilise aujourd'hui sont nées de l'armée, d'innovation de l'armée, comme la radio, comme le GPS, je crois même le Wi-Fi, ou voilà, les ondes Wi-Fi. Donc pour finir et conclure, nous on est en train de financer une opportunité qui s'appelle Opus Aerospace sur SoWeFund. Ils vont développer des fusées grâce à des imprimantes 3D métalliques. Donc ils vont faire des petites fusées métalliques qui ne sont pas du tout des armes, mais qui permettent d'accéder à une zone qu'on appelle suborbitale. C'est la zone entre là où volent les avions et l'espace. C'est une zone qui est très stratégique, puisque c'est une zone qui permet de faire des essais militaires. C'est une zone qui permet de ship des satellites pour déployer des réseaux, du Wi-Fi. Et c'est une zone qui permet de faire de la recherche et de l'innovation, pas seulement que pour l'armement, mais aussi pour d'autres cas d'usage, comme la connexion, les satellites, etc. Et en fait, faut savoir que plus de 80% de cette zone suborbitale était gouvernée par des technologies américaines et asiatiques, chinoises, historiquement, et que Opus Aerospace est la première solution souveraine, européenne, française même, qui donne accès aux entreprises européennes à cette zone pour faire tous leurs tests et lancer leurs satellites. Et c'est des fusées en plus qui peuvent du coup se recycler pour une partie, un peu à la SpaceX, qui vont pas se perdre. Donc il y a un mini côté écolo, même si on reste sur un projet Space Tech, et qui sont imprimés en imprimante 3D métallique, juste à côté, en Île-de-France, à côté de Paris. Donc je vous invite à aller voir. Pour moi, c'est une belle opportunité. Ceci n'est pas un conseil en investissement, je le répète, mais il n'est pas improbable que moi-même, personnellement, je mette un petit ticket dedans. Donc voilà, c'est un peu mon pari de cette année. Tu connais leurs chiffres aujourd'hui ou pas? Je vois qu'ils existent depuis 2022. Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce que leur produit il est viable aujourd'hui ou pas? Non, alors c'est un projet qui a eu
beaucoup de recherche et d'innovation qui n'a pas encore commercialisé. Le lancement de la première fusée est prévu depuis la Guyane, il me semble, cette année. Donc c'est un produit qui ne génère pas encore d'argent, qui est vraiment deep tech. Et d'ailleurs, il y a un incentive fiscal pour les investisseurs particuliers. Comme justement c'est un projet qui est risqué et qui soutient l'innovation française et la création d'emplois, l'économie réelle, il y a 50% de défiscalisation, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une jeune entreprise innovante de rupture, et l'État a mis en place des aides pour les investisseurs qui leur permettent d'investir dans la deep tech, de développer l'économie française. Et donc si vous investissez 1000 euros, c'est à partir de 1000 euros dans Opus, vous bénéficiez de 50% de défiscalisation sur vos impôts sur le revenu. Stylé. Voilà, C'est cool. c'était la petite partie comme So We Found. Euh, Comment ils peuvent y avoir accès? Je mettrai un lien sur WeFound. ouais, Tu m'enverras le lien peut-être directement pour que je ouais, puisse. carrément. SoWeFound.com, se créer un compte, rentrer son identité juste pour être un investisseur certifié. Voilà, on contrôle juste l'identité de nos investisseurs. Et c'est aussi simple que d'acheter des ETF sur Revolut ou sur Trade Republic. C'est accéder à l'opportunité d'investissement, voir la vidéo, connaître, avoir l'accès au BP, à tous les chiffres de la startup, développement, ce qui s'est passé, combien ils dépensent, tout le business plan, la data room, on appelle ça, le mémo d'investissement. Et aussi pouvoir participer à des webinars où les fondateurs vont pitcher pour expliquer leur projet et réaliser un investissement par carte bleue, par transfert, par virement. Voilà. Ok. Bon, bah, très clair. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Camille? Si les personnes veulent te contacter ou en savoir plus sur toi? Yes, alors déjà vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, donc Camille Bonvicini, je réponds à tous mes messages, et sinon par mail directement camille@sowefund, SOWEFUND.com. Génial. Camille, merci beaucoup. Merci Et beaucoup, ouais. Merci à vous, merci Alex, merci Luc, à bientôt j'espère. À très vite.